Bienvenue. Donc, maintenant, on va regarder en particulier la loi des gaz parfaits et les conséquences en gardant quelques variables constantes. Bon, donc, on va commencer directement avec les unités. OK, on va dire chapitre 1. Donc, c'est quoi le sujet? Gaz parfait et réel. Donc, vous avez déjà vu les gaz parfaits. On va regarder ça brièvement aujourd'hui. Ensuite, on va regarder un peu la statistique des particules. Et suivant ça, on va continuer avec les gaz réels. Ce qui est important pour les gaz réels, c'est que c'est beaucoup plus difficile. Il n'y a pas de bonne forme en particulier, mais les gaz parfaits sont déjà une bonne première approximation à des gaz réels. Bon, donc, commençons le chapitre. On va commencer avec des unités scientifiques. En particulier, on utilise le système international. International. Un système, pardon. Bon. Donc, on a 7 unités de base. Donc, pour la longueur qu'on dénote L, l'unité de base, c'est mètre. Pour temps, seconde, masse, kilogramme, montant, mol, et pour la température, on utilise le Kelvin. Les unités de Kelvin sont similaires à degrés Celsius, vous êtes censé de savoir ça. Le facteur de conversion va être écrit sur la feuille des équations. Cependant, j'espère que vous le connaissez quand même. Bon, donc là, j'ai écrit, il y a 7 unités de base, mais j'ai écrit 5. Il y a 2 autres qu'on n'utilisera pas. Il y a pour courant électrique. Donc, ça c'est juste pour être complet, ce ne sera pas dans le cours. On a ampère. Et puis pour intensité lumineuse, ou peut-être luminosité, je ne sais pas, candela. Bon, donc, vous pouvez oublier celle-là, certainement. Savoir que l'unité de courant électrique, c'est l'ampère, ne sera pas une disservice, donc c'est bon de le savoir. Pour votre intérêt, il y a des autres systèmes qui sont terribles. Donc, on a des unités gaussiennes. Et ils sont plus en utilité, mais dans des anciens textes que peut-être vous allez voir. Peut-être. Les unités sont centimètres, secondes, grammes. Donc, on a des unités ridicules. Donc, on ne va pas même discuter ça. Bon, donc on utilise SI. Dans ce système d'unités, on a, donc avec les unités de base, on peut faire des unités composées. Donc, un montant d'air, c'est longueur fois longueur. Donc, les unités pour R sont mètres cubes. Pour volume, comment est-ce qu'on définit volume? C'est longueur fois longueur fois longueur. Donc, les unités dérivées pour ça sont les mètres cubes. Un concept qu'on va voir aujourd'hui, c'est force. Et c'est quoi la dimension? C'est masse fois longueur au carré divisé par temps au carré. Donc, kilogramme fois mètre carré divisé par seconde carré. Et
On a un nom pour cette unité-là, et c'est un newton. Ensuite, pression est définie comme une force divisée par une R. Donc, c'est quoi les dimensions de ça? C'est masse fois longueur au carré, divisé par temps au carré, divisé par... ok. Toujours, je fais des fautes. Désolé. Force et longueur, comme ça. Donc, pression, c'est kilogramme fois... Pardon. On va regarder les dimensions en premier. Masse fois longueur divisé par temps au carré fois longueur au carré. Et là, on peut annuler longueur avec longueur. Et on reçoit kilogramme divisé par mètre fois seconde au carré. Et cette unité a un nom aussi, c'est un pascal, où on écrit d'habitude PA, et ici on écrit N. Bon, ensuite, énergie, qu'on ne va pas voir aujourd'hui, mais on va voir bientôt. On peut le définir de plusieurs façons. C'est une force fois une distance dont les dimensions sont masse fois longueur au carré divisé par temps au carré. Donc, force fois une longueur ou plusieurs définitions. Ça devient kilogramme fois mètre carré divisé par seconde carré. Et ça, c'est une définition d'une joule. Et d'habitude, J majuscule. Bon, donc ça sont les unités de force, pression et énergie dans SI. Pour des raisons humaines et des raisons historiques, il y a beaucoup d'autres unités d'énergie et de pression. On ne va pas discuter les autres unités d'énergie aujourd'hui, mais les autres unités de pression, il y a quelques-unes qu'il faut savoir. Donc, un atmosphère, donc unité de pression. Donc, si vous faites un calcul numérique et on n'utilise pas les bonnes unités, on ne va pas avoir le bon résultat numérique. Donc, il faut toujours convertir vos unités dans les bonnes avant d'effectuer les calculs numériques. Et s'il vous plaît, dans vos réponses écrites, indiquez toujours vos unités. S'il n'y a pas d'unité, ça ne représente rien et on ne sait pas ce que c'est. Bon, donc, des unités de pression, on a atmosphère. C'est quoi une atmosphère? C'est la pression en moyenne de l'atmosphère de la Terre à une hauteur précise. 101 325 pascal ou, si on veut, 101,325 kilopascal. OK, là, il y a quelque chose qui vient d'arriver qu'il faut que je surligne. Moi, je suis anglophone et la majorité de la littérature scientifique est écrite en anglais pour notre ère présent. Donc, moi, j'utilise le point pour indiquer le décimal. Si vous avez un problème avec ça, dites-le moi, mais c'est beaucoup plus facile si c'est tout cohérent avec un point décimal pour moi dans ce cours. Donc, pour écrire, pour dénoter le décimal, j'utilise uniquement un point. Bon. OK, donc, soit ça. On a un nom d'un bar parce que le mot barique est relié au concept de la pression. Et c'est défini comme 100 000 pascal ou 100 kilopascal. Donc, une atmosphère, c'est 1 point comme ça.
Et aussi cette unité de millimètre de mercure. Pourquoi? Parce que dans les instruments qui mesuraient la pression atmosphérique, c'était basé sur une liquide de mercure. Et la hauteur de ce liquide indiquait la pression. Donc, 760 mm de mercure est équivalent à 1 atmosphère. Et il y a aussi une autre unité qui s'appelle torr. Et les torrs et les millimètres de mercure sont équivalents. Bon, donc, les unités de pression qui sont importantes sont l'atmosphère, le bar et les torrs, ainsi que les kilopascals. Bon, donc, ça c'est tout pour les unités. Encore une fois, quand vous faites un calcul numérique, il faut toujours indiquer les unités. Mais revenons à des concepts physiques. Bon, donc là, on va voir la loi des gaz parfaits. Donc, un gaz parfait. On va définir ce que c'est un gaz parfait plus tard. On va avoir un concept physique de ce qui est un gaz parfait aujourd'hui. Donc, un gaz parfait suit cette équation. Donc, pression fois volume est égal à N fois R fois T. Bon, donc, là, il y a plusieurs conventions que je vais utiliser uniquement. P minuscule pour pression. V majuscule pour volume. Pourquoi ce choix? Parce que c'est le choix que j'ai appris. N minuscule pour montant. Et en principe en mol, je vais le préciser. R, ça s'appelle le constant des gaz. Et T, la température. Bon, donc c'est souvent le cas qu'on va utiliser des unités différentes. Il y a deux formes pour le constant qu'il faut savoir. Donc le constant des gaz a une valeur numérique de 8,314, puis 4, 7 des chiffres qui ne sont pas signifiants, donc on va les oublier. 8,314. Et ce sont quoi les unités? Joule fois mol au puissance moins 1 fois Kelvin au puissance moins 1. Donc, dans ces unités-là, ce que sont les unités du système international, elle a une valeur numérique de 8,314. Dans les autres systèmes, c'est aussi écrit comme ça sur la feuille des équations. Et là, les unités sont litres pour volume fois atmosphère divisé par mol fois Kelvin. OK. Litre, j'ai pas écrit. Donc, 1 cm3 est équivalent à 1 millilitre. 1 litre, c'est 1000 millilitres par définition. Donc, ce qui veut dire que c'est 1000 cm3. Bon, donc 1000 cm3, c'est la même chose que 1 décimètre cube. Et donc, 1 litre, c'est 0,001 mètre cube. Ou, si on veut, 1 fois 10 puissance moins 3 mètres cubes. Et en principe, 1,0 fois 10 puissance moins 3 mètres cubes. Bon, donc comme j'ai dit, le constant des gaz dans ces deux formes-là va être écrit sur la feuille des équations. Il faut toujours écrire vos unités. Bon, donc on va regarder la loi des gaz parfaits en certains cas. Cette année, je le fais à l'envers. D'habitude, on regarde les cas en particulier en premier, mais peu importe. À un T constant. Donc, dans ce cas, on garde T constant. Un constant, c'est une valeur qui ne change pas.
Et en principe, le montant du gaz est toujours constant dans ces énoncés-là. Donc, dans ce cas, on a PV est égal à nRT. La formule, le produit à droite est un constant. Ce qui veut dire, si on suit un processus dans lequel la température ne change pas, on aura que P1 fois V1 est égal à nRT1 et P2 V2 est égal à nRT2. Mais T1 est égal à T2. Donc, P1 V1 est égal à nRT. Mais nRT est égal à P2 V2. Donc, P1 V1 est égal à P2 V2. OK. Donc, la façon qu'on écrit ça, c'est que la pression fois le volume est un constant. Et ça, c'est la loi de Boyle. Et ce qui se passe dans ce cas, c'est qu'on a suivi un processus dans lequel la température n'a pas changé. Donc, la température ne change pas. OK. OK, on va définir le processus plus tard. Pour maintenant, on va dire qu'un processus, c'est un changement du système. Donc, pour un processus pour lequel T est constant, on appelle ça isotherme. Donc, isotherme, c'est un mot qui veut dire que la température ne change pas. Bon, donc on peut dessiner ce qui se passe. Si on met la pression sur l'axe des Y et volume sur l'axe des X, les courbes qui représentent des processus isothermes ont une forme comme ça. Ils sont hyperboliques. Et peut-être on va moins... Et passant d'ici vers le droit et en haut, on a T qui augmente. Donc, pour chacun de ces courbes, ça décrit un système à une température constante et la pression et le volume sont en relation inverse. Et en augmentant la température, on passe d'une courbe ici à une courbe soit au milieu, etc. Bon, donc la même chose, si P est constant, on a V1 sur T1, ou disons juste V sur T est constant. Et si V est constant, qui en principe pression est constante, on a que P sur T est constant. Quand j'ai appris ça, ces deux observations étaient tous les deux les lois de Charles. J'en souviens plus, je les ai tous les deux étiquetés les lois de Charles. Bon, donc là, si on dessine V versus T, on a des lignes droites. Ça, c'est pas physique. On a des lignes droites qui passent par 0, 0. Il y a la même chose pour T versus P.
Bon, donc là, j'ai fait des lignes hachées vers 0, 0 et des lignes solides à part. Pourquoi est-ce que ce sont des lignes hachées? Parce que c'est vraiment difficile de décroître la température vers 0 avec une pression qui tend vers 0 aussi. Pour des raisons compliquées qu'on vous allez voir dans les prochains cours. OK, donc ici à gauche, chacun de ces lignes, ou en principe des courbes, représente une pression précise. Et sur ces lignes, on voit la relation entre V et T. Pour chacune des lignes, on a P constante. On a P constante. Le nom pour ça, c'est isobar. Et un processus pour lequel la pression ne change pas est isobarique. Ou isobar en français, je ne sais pas. Isobaric en anglais. Et ici, on a V constante. V constant, pardon. Un volume. Et on appelle ça un isochore. Parfois, on dit aussi isovolumétrique, mais ça c'est un peu ridicule. Isochore est suffisant. Bon, donc là, on a des observations pour des gaz parfaits. Je vais finir le petit leçon ici, puis je vais commencer le prochain pour le modèle cinétique des gaz, ce qui nous donnera une image physique pour des gaz parfaits.